Bonsoir, très heureux de nouveau d'être en direct avec vous et très heureux aussi de recevoir d'éminents chercheurs, écrivains sur un fait de l'histoire qui nous touche, nous tous les Marocains. En effet, en 1975, puisqu'on est en Belgique, 75 pour nos amis français, des milliers de familles marocaines installées en Algérie depuis plusieurs générations et dont la plupart ont porté des armes et ont combattu pour la libération de l'Algérie, ont été chassés de ce pays de manière sauvage, arbitraire et inhumaine. En l'espace de quelques jours, 45 000 personnes se sont retrouvées dans des commissariats, puis dans des bus qui les ont jetées à la frontière marocaine, le tout devant le regard de voisins algériens qui n'arrivaient pas à retenir leurs larmes face à l'atrocité des expulsions de personnes dont le seul crime était le fait d'être d'origine marocaine. Nous consacrons notre débat ce soir à ce fait de l'histoire avec trois chercheurs et écrivains qui ont relaté les péripéties de cet acte inhumain. Donc avec nous ce soir de Belgique, Madame Fatiha Saidi. Bonsoir Madame Fatiha. Bonsoir. De France, c'est Mohamed Sharfawi. Bonsoir, c'est Sharfawi. Bonsoir. Et de France toujours, c'est Abdelkader Liakoubi. Bonsoir, c'est Liakoubi. Bonsoir. Nous attendons aussi l'arrivée à ce débat de Simstafa El-Idrissi. Quelques problèmes techniques l'empêchent d'être en direct avec nous, enseignant à Bruxelles, victime aussi de cette chasse aux Marocains en Algérie. Au pire des cas, nous l'appellerons au téléphone pour témoigner avec nous. Alors, j'ai lu pendant cette semaine quelques 500 pages, donc vos trois ouvrages. Ça m'a fait plaisir d'abord de reprendre la lecture, mais que c'était difficile. C'était difficile parce que c'était dur. Commençant par Madame Saidi, honneur aux femmes, vous dites que suite à la rencontre avec Mohamed Moulay, vous avez décidé d'écrire ce récit d'un homme qui a essayé de se reconstruire après un tsunami qui a ravagé sa vie. Oui, effectivement. Donc, j'ai rencontré Mohamed Moulay dans le cadre justement de tous ces débats, de toutes ces interrogations sur les Marocains expulsés d'Algérie, qui est un dossier que je suis depuis quelques années, entre autres avec mon ami Mohamed Sharfawi, qui est avec nous ce soir. Et donc, j'avais rencontré à 2-3 reprises Mohamed Moulay et qui me parlait chaque fois. Je voyais que cet homme portait en lui une grande fêlure, une grande blessure qui m'a finalement aussi renvoyée à ma propre enfance, puisque moi-même, je suis marocaine, mais je suis née en Algérie et mes parents ont vécu le drame de 1975. Et donc, en l'écoutant, j'ai été très émue par son récit et je voyais que cet homme avait besoin de se dire, avait besoin de parler et avait besoin d'extérioriser cette souffrance. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre. C'était une aventure qui a duré près de 3 années. Puisque, comme vous le savez, à l'époque, je faisais de la politique et donc je n'avais pas un temps plein pour écrire. Et au bout de 3 années, bien, ce livre a vu le jour. Les fourmis prédatrices ont vu le jour. Alors, à un certain moment de vos échanges, il vous dit j'ai mal, ma sœur, en évoquant ses souvenirs. Oui, c'était un moment très douloureux parce que, bon, Mohamed Moulay vit à Rabat. Moi, je vis, comme vous venez de le dire, à Bruxelles. Et donc, il y avait les nouvelles technologies qui étaient là pour nous servir de pont. Et je lui envoyais des questions pour écrire, pour construire le récit. Je faisais donc des interviews plutôt avec lui via WhatsApp. Et il avait des moments de blocage lorsque je lui disais « Oui, mais parle-moi de ta maman, parle-moi de ta sœur ». Il me disait « Là, je ne peux plus ». Et on a vraiment eu des moments et je lui téléphonais, je prenais le téléphone, je lui téléphonais et cet homme était encore en larmes et ça m'a extrêmement touchée
comme ça me touche d'ailleurs très fort quand je rencontre les personnes expulsées d'Algérie, que cette plaie soit encore si vivace et que lorsqu'on parle avec eux, il y a encore de la tristesse, il y a encore des larmes, il y a encore de l'émotion, il y a encore de la rencontre, comme on vient de l'entendre entre nos deux amis, Mohamed et Abdelkader, quelques minutes avant qu'on ne commence cette émission. Oui, alors, page 25 de votre ouvrage, vous dites, vous l'avez dit déjà, c'est le cas aussi pour vos grands-parents, pour votre grand-père et votre oncle aussi. Oui, donc mes grands-parents ont été expulsés de Oran avec mon oncle autiste, un adulte autiste, et c'était vraiment dramatique parce que mon oncle s'est perdu pendant quelques jours, et c'était vraiment le drame de mon enfance, de ma préadolescence, parce que nous avons vécu vraiment cette rupture dans des conditions terribles, se reportant à 1975. Les technologies n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Prendre l'avion, ce n'est pas comme aujourd'hui, on prend l'avion comme on prend le bus. Donc, il y a vraiment eu un double déchirement, je dirais, par deux contextes migratoires. D'une part, celui de mes grands-parents qui étaient expulsés de l'Algérie vers le Maroc, et d'autre part, pour nous qui, en contexte d'immigration, nous devions essayer de retisser les liens avec eux et de tenter vraiment de les aider. Et du mois de décembre jusqu'au mois de juillet, nous n'avons vraiment rien pu faire pour eux. Ce n'est qu'au mois de juillet, lors de nos retours estivaux, que nous avons pu, que mes parents, mes oncles, mes tantes sont venus à la rescousse et leur ont très, très, très rapidement construit 4 murs juste pour pouvoir les protéger un maximum et avoir un semblant de chez eux, puisque de chez eux, ils avaient tout laissé derrière eux à Oran. Oui. Alors, Seydi Cherfaoui, avant de commencer à parler de votre livre, déjà quelques réactions sur Facebook. Alors, est-ce que ce sont 45 000 personnes ou 45 000 familles qui ont été expulsées? C'est une très bonne question. Si la raison de notre déportation m'a taraudé pendant une trentaine d'années et qui continue à me tarauder, le chiffre exact également me pose problème parce qu'à ce jour, nous n'avons aucun accès ni aux archives au Maroc, ni en Algérie, parce qu'ils doivent les avoir, ni ailleurs. Donc les 45 000 familles est une estimation. D'une part, puisque chaque jour, il y avait entre 15 et 30 bus qui transportaient les Marocains d'Algérie. Ça a duré à peu près un mois et on peut rapidement faire une estimation. D'autre part, il y a un ensemble de personnes qui ont donné des chiffres. Je vais en citer un seul, c'est l'ancien président algérien qui a été assassiné dans des conditions atroces, comme vous le savez, et qui était au Maroc avant. Donc lui, il avait fait un communiqué en plein mois de décembre et il parlait déjà de 25 000 personnes. Pour avoir quelques éléments, sachant que l'objectif de Boumediene Bokharova était d'arriver à 350 000 personnes, puisque la marche noire, la marche verte a regroupé 350 000 Marocains. Il n'en est pas arrivé. J'ai la conviction qu'on n'a pas 350 000 personnes. On y reviendra tout à l'heure. Mais disons qu'aujourd'hui, les 45 000 familles est le chiffre qui converge sur plusieurs scénarios. 45 000 familles, voilà. Donc, j'ai juste pour répondre déjà aux premières remarques que nous recevons de la part de Madame Fouzia Ben Salem,
et qui annonce, elle, 45 000 familles et 300 000 personnes. Alors, si Sharfawi, dans l'introduction, vous dites que l'Algérie était pour vous ma terre d'adoption, mon pays, frère. Vous aimiez ce pays? Ah, tout à fait. C'est-à-dire que nos parents qui ont fait la guerre avec nos frères algériens nous ont éduqués dans l'amour de ce pays. Et, nous sommes des enfants de la révolution algérienne. Il faut savoir que dans l'ouest algérien, où il y avait beaucoup de Rifins, les Rifins sont venus en Algérie. Le premier grand départ, c'était 1923, après la défaite de Abdelkrim Khattabi. Donc, ils avaient un savoir-faire sur la guérilla. Et ce savoir-faire a été mis à la disposition des premiers mouvements de guérilla dans la région d'Oran. Et donc, les Marocains ont totalement épousé cette révolution d'indépendance qui a démarré en 1954. Et donc, nous, on a grandi dans cet amour de ce pays pour le construire. Pour le construire, c'est-à-dire qu'on était là pour contribuer avec nos frères algériens. Donc, à aucun moment, on ne pensait aller ailleurs que l'Algérie. C'était notre pays. Oui. Alors, à un certain moment, un peu plus loin dans votre livre, il y a quelqu'un que vous aimiez bien, mais qui, lui, était né au Maroc. C'est Abdelaziz Bouteflika. Vous dites à la page 46 que vous étiez en admiration pour lui car il vous ressemblait et avait cette double appartenance. Il est vrai, c'est un souvenir qui me revenait beaucoup parce que dans l'école d'ingénieur où j'étais à Alger, dans cette école, on était adossé à l'aéroport militaire d'Alger. Et entre l'école et l'aéroport, il y avait rien. Il y avait quelques militaires qui surveillaient. Et je voyais souvent Abdelaziz Bouteflika. Vous savez qu'en 75, il faut se rappeler qu'il y avait une grande action qui a été faite au sein de l'OPEP, où il y avait une quarantaine de ministres qui étaient sur Alger. Et dans ces jours-là, donc c'était vers octobre, novembre, on voyait Bouteflika tous les jours. On le voyait tous les jours. Et je disais à mes amis, vous voyez, lui, il est comme moi, mais il est de l'autre côté. Lui, il est né à Oujda, il a grandi à Oujda, et le Maroc, on a fait un cadeau à l'Algérie, puisqu'il était le ministre turbulent, le ministre performant, qui portait l'écho de la révolution algérienne, ainsi de suite. Alors d'abord, je dis bienvenue à notre ami Idrissi Mustafa. Je suis pris entre le direct, entre les messages que je reçois, donc je ne vous ai pas vu venir, marhaba. Et ça nous fait plaisir aussi que vous participiez avec nous à cette émission. Votre cas est un peu différent, je vais le présenter tout à l'heure. Je vais m'adresser à Saad Kader Liaqoubi. Donc, ce qu'on dit jusqu'à présent, c'est que vos parents, vos grands-parents ont porté le maquis. Je crois que c'est votre oncle en 1958 qui est mort, le fusil à la main. C'est Mohamed, c'est ça? Oui, tout à fait. Il est mort à Amsterdam. Amsterdam, c'est au sud de Oran. Et ça nous avait beaucoup marqué parce que moi, j'étais jeune et nos parents, mon père a été torturé dans les années 58 aussi. Donc, il était très connu. C'était le fils de mon grand-père. Voilà. Oui. C'est Abdelkader. Alors, vous, le livre parle au début donc de cet épisode, un peu brièvement, mais continue vers un autre thème qui est la clandestinité, l'immigration clandestine, et puis jusqu'à votre arrivée
votre arrivée à Montpellier. C'est une ville que j'aime beaucoup aussi. Alors, il ne s'agit pas de mon arrivée, il s'agit de l'arrivée de mon personnage. Oui, du personnage. Quand je parle de vous, je parle du personnage. Donc vous, est-ce que vous avez... quel souvenir avez-vous de cette période avant l'expulsion? Alors, moi, j'ai 3 souvenirs, ou 3 perceptions de la chose. Pendant la guerre d'indépendance, il n'y avait vraiment pas cette dichotomie, cette différence, cette distinction entre les populations. On était, je me souviens même à l'indépendance, il y avait des drapeaux du Maghreb sur les murs. Hein, Tunisie, Algérie, Maroc, on parlait de Maghreb. Donc, c'était bien. Mon père, je me souviens, il dormait tout habillé. Il dormait tout habillé parce qu'il se disait, comme ça, je peux m'enfuir, parce qu'on va venir me chercher. Il avait peur de l'armée française, puisqu'il a participé lui aussi à sa façon en contribuant, en hébergeant des moujahidines, et il avait peur. Non, il y croyait, lui. Il avait, comme tous les Marocains, il avait foi en cette Algérie qui allait naître. C'était notre pays. Et puis, il y a eu la première fracture, la guerre dite des sables. C'est là où nous, dans ma famille, nous avons eu la perception que c'était fini. À partir de là, mon père n'a pas cessé de nous parler d'un retour au Maroc. Et donc, on est allé plusieurs fois, on a fait des allers-retours, on a retrouvé la famille, on a reconstitué des liens. Et ça a facilité énormément la réintégration de ma famille au Maroc, parce que le terrain elle était préparé. Il n'y a pas eu cette coupure brutale, cette agression sauvage qu'ont vécu la majorité des Marocains d'Algérie, dont peu comprenaient le parler marocain. Ils se disaient, mais quand ils sont arrivés au Maroc, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange. Ils étaient perdus. Ils n'étaient pas chez eux. Et pourtant, ils ont été accueillis, ils ont été pris en charge. Pour la majorité d'entre eux, moi je peux témoigner, ils ont eu des postes de chaouch, de planton, mais ça leur a permis de rebondir. Et puis, petit à petit, voilà, la douleur, elle ne s'est pas estompée. L'autre jour, je parlais avec Mohamed et Fatiha, il y a eu des douleurs qui sont restées cachées, parce que c'est traumatisant. J'ai eu des voisins qui sont devenus fous, d'autres sont morts. J'ai le témoignage récemment de quelqu'un qui a dû abandonner sa petite fille qui venait de naître. Il l'a confiée à une voisine qui l'a déclarée en son nom. Voyez-vous? Donc, oui. Elle a laissé sa petite fille qui venait de naître. C'est quelque chose d'inimaginable ce qui s'est passé et qui a traumatisé. Et là, je veux rétablir quand même quelques vérités. Ça a traumatisé une partie de la population algérienne, mais je vais être franc, une partie était contente. Il y a eu même des you-you. Voilà, mon frère, j'ai contacté mon frère ce matin et il m'a dit, moi j'étais au lycée et je reviens à la maison, il n'y a personne. Les voisins me disent, ton père, ta mère, ils ont été emmenés à Châteauneuf. Châteauneuf, bon... le commissariat. Le commissariat, voilà. Et il me dit, j'ai dormi chez un voisin algérien et le lendemain, il est parti à Châteauneuf, il se présentait, donc il s'est présenté, il dit voilà, mes parents sont certainement ici, donc on l'a accueilli généreusement, bien entendu. Et il a pris le chemin avec mes parents pour le Maroc. Voilà. Mais moi, je me souviens aussi, j'étais au lycée, à l'époque, il y avait les lycées, il n'y avait pas le collège, on allait de la 6e à la terminale. J'étais au lycée et un jour, il y a un surveillant qui est entré et il a dit est-ce qu'il y a des élèves de nationalité étrangère? J'ai sursauté parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a beaucoup choqué. Et donc, franchement, autant j'étais attaché à mes camarades, à mes voisins algériens, autant j'avais pris de la distance avec un régime qui était, il faut le reconnaître, et qui continue à l'être, fascisant. Voilà, je suis très heureux de l'attitude prise par Feu Hassan II, rahimahullah, qui n'a pas rendu l'appareil. Et pour moi, ça, c'est un acte qui est digne d'une grande civilisation. On va revenir à cela dans la discussion. Je reviens vers Idrissi. Alors, Idrissi, vous confirmez que ce qu'a dit Seydi Yacoubi, c'est-à-dire qu'à partir de 1963,
vous commenciez à sentir le danger, vous commenciez à sentir la différence et votre papa vous a préparé pour le départ bien avant 75. Salam alaikum, bonne soirée à chaque invité. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette émission, d'ailleurs qui nous honore. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Voilà. Donc, je vais effectivement, je souscris totalement à ce que dit notre invité par rapport à l'ambiance qui régnait après 63. D'ailleurs, moi, j'étais jeune à l'époque, hein, donc moi, je me fais, si vous voulez, je suis un peu, enfin, j'étais le réceptacle des émotions de mes parents. Mon père nous rapportait, il nous parlait que de ça, de l'ambiance, du climat qui régnait, donc un climat de peur, de peur, de départ imminent qui pouvait arriver à n'importe quel moment. Donc c'est à partir de 63. Donc 63, voilà. Moi, je suis né en 64, mais bon, on a vécu avec ça donc, durant toute la dernière décennie quoi, des années 60, et jusqu'au moment où on a quitté le pays en 69. Mais mon père était commerçant, donc je vais essayer d'être un peu bref. Mon père avait un magasin, une boucherie, qui était vraiment assez comment dire, bien achalandé, beaucoup de clients, il avait un contact facile avec les gens, tout le monde l'aimait bien quoi. Si ce n'est que ses voisins qui étaient assez envieux et même jaloux de sa réussite. Et alors on lui a trouvé des petites des grains de sable en l'accusant de vendre de la viande avariée, quand ce n'est pas, par exemple, des problèmes de concurrence déloyale, soi-disant, enfin, sans rentrer dans les détails. Et il a eu la visite des inspecteurs, puis une fois le service d'hygiène, enfin, pseudo-hygiène, que sais-je. Et on l'a à chaque fois, donc on lui a mis sur son dos tous les problèmes. À un moment donné, il a eu un associé. Et puis, ça allait bien au départ, et puis l'associé commençait un petit peu à avoir gérer mal les affaires. Donc, cet épisode l'a profondément rendu malade. Vraiment, il est devenu complètement déprimé. Et jusqu'au moment où il nous a dit, bon, ben, ça sent mauvais, ça sent roussi, je vais vous emmener au Maroc. Il nous a envoyé au Maroc. Lui, il est resté quelques temps, le temps de liquider ses biens, mais malheureusement, à un moment donné, on lui a interdit d'accéder à son magasin. Et donc, on lui a confisqué ses biens, donc, à cette année 69. À un moment donné, bon, il avait peur pour sa vie, parce qu'il a eu des menaces de gens, des non-dits, de tout ce que, donc, il s'est un peu méfié, quoi. Il régnait vraiment un climat assez malsain au niveau de la communauté marocaine, par rapport à la vie des Marocains qui étaient là, moi, je dirais, à cette époque-là. Voilà. Oui. Il est parti finalement. Et on lui a, il ne pouvait plus se rendre à son commerce. Il a tout plaqué et donc il est rentré. Il a vécu de petits boulots à Nador, parce qu'on est originaire de Nador. Oui, on va revenir à cette phase laissée par la suite. Là, on est encore en Algérie. Donc vous êtes avec votre famille, vous êtes les premiers à revenir au Maroc. Alors pour ceux qui sont restés, c'est Mohamed Sharfawi, c'est les Yaqoubi et Madame Fatiha Saidi par rapport à ce que la personne pour qui vous avez écrit donc ce livre vous a raconté. Parlez-nous un peu de ce mois de décembre 75 ou 75. Fatiha, pour commencer. Ben écoutez, ce qui est extrêmement troublant, c'est que cet acte qui est inhumain, qui est vraiment un drame humain sans aucun fondement, parce que ces personnes n'ont rien fait, ces personnes n'étaient pas des criminels, ces personnes n'ont pas été jugées, donc ces personnes ont été reconduites aux frontières de leur pays, certes, de leur pays d'origine, dans un moment qui est un moment extrêmement symbolique et extrêmement chargé de sens pour tous les musulmans, puisqu'il s'agissait de la fête de Eid al-Kabir. Donc il y a toujours cet élément qui revient, avec des personnes qui venaient, pour la plupart, de faire la fête,
mais quand même dans des conditions assez tendues, parce qu'il y avait déjà des tensions. Et d'ailleurs, les fourmis prédatrices, le titre de mon livre, ça fait référence aux voitures des policiers que j'ai traduites de manière métaphorique par des fourmis avec des mandibules qui étaient vraiment déployées tous azimuts et qui faisaient vraiment la chasse. Et j'ose aussi souvent le mot de rafle dans les rues pour ramasser les personnes. Dans les rues, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les asiles, dans les maisons, bien évidemment. Et donc, c'est vraiment tous ces drames que j'ai entendus, d'une part par mes grands-parents, même s'ils n'en parlaient pas beaucoup, il faut le savoir également. Pour beaucoup de personnes, le fait d'avoir été expulsés représentait vraiment une honte qu'ils avaient du mal à porter. Vous savez, nous sommes immigrés, hein, nous sommes, même si nous nous considérons aujourd'hui vivant dans nos pays, puisque ce sont des pays dans lesquels nous vivons depuis des décennies, mais vous le savez aussi bien que moi, dans l'immigration, il y a toujours la volonté de se créer un avenir meilleur, c'est-à-dire aussi une aisance matérielle. Et pour les personnes retournées dans leur pays d'origine dans le dénuement absolu, puisqu'ils sont partis avec leurs vêtements sur la peau, c'était vraiment un déshonneur absolu. C'était avoir perdu toute sa dignité, se retrouver du jour au lendemain sans abri, parce que la plupart des personnes ont vécu des mois, des semaines, voire des années sous des tentes. Donc voilà, c'est tous ces témoignages que j'entends depuis des années. Moi, j'ai rencontré pour la première fois Mohamed Cherfaoui en 2007 et je tiens vraiment à rendre un hommage vraiment énorme à toutes les associations qui se sont battues pendant des années, à toutes les personnes au sein des associations qui se sont battues depuis des années pour faire connaître ces faits dramatiques de 1975. On va revenir aux associations, mais restons sur ce mois de décembre. Et vous en parlez beaucoup, c'est Mohamed Cherfaoui. Vous êtes rentré d'Alger puisque vous êtes parti faire des études à Alger. Je crois que c'était votre premier voyage de retour depuis votre départ pour Alger et on vous reçoit comme un prince. Donc, bien évidemment, un membre de la famille revient d'Alger et vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, tout à fait. Ce mois de décembre qu'on peut qualifier de la rafle de l'hiver 75 est gravé dans ma mémoire parce que quand je suis revenu, je revenais pour la première fois, ou plutôt mon personnage, Aïssa revient pour la première fois. Juste une parenthèse, il était nécessaire de créer de la distance entre moi et mon personnage pour pouvoir raconter ce qui nous était arrivé. Donc, mon personnage qui revient en fait d'Alger après être parti en septembre, donc c'était le premier retour. Et dès l'arrivée, on disait tout à l'heure avec Abdelkader, j'ai un grand ami qui s'appelle Mimoun. On était comme des frères et je le voyais pas. Je le voyais pas à mon arrivée. Et je commençais à me poser des questions. Et puis, mes frères et mes parents voulaient pas me perturber, parce que c'était un jour d'accueil, tout le monde était heureux, notamment ma mère, Allah yarhamha. Et petit à petit, j'apprends que il y a des Marocains qui ont été ramassés par des policiers de l'armée pour une vérification au commissariat, en général, commissariat Châteauneuf. Et qu'après, ils ne reviennent plus. On ne sait pas où ils sont passés. Donc, c'était
dans ce mois de décembre, c'était un brouillard total. Enfin, on ne sait pas s'ils sont partis au Maroc, s'ils sont en prison, s'ils sont ailleurs. C'était d'ailleurs le cas également de mon grand-père qui a été pris aussi quelques jours avant. Et donc, on n'a pas su, on n'a eu aucune information. En parallèle, vous avez aucune information dans les journaux. C'est-à-dire que les journaux, et la radio et la télévision algérienne est totalement absente de ces événements. Oui, vous racontiez que ça sentait mauvais chez les voisins et que vous avez sauté le mur avec, je crois, votre frère pour essayer de voir quelle est l'origine de ces odeurs que dégageait la maison des voisins marocains qui étaient d'ailleurs qui avaient disparu de la circulation puisqu'ils étaient raflés par la police. Tout à fait. Donc, comme disait Fatiha, je revenais en fait fêter l'Aïd al-Adha avec ma famille. C'est la plus grande fête chez nous, bien sûr. Hein. D'autant plus que cette fête ne faisait pas de différence entre nous et les Algériens, puisqu'on fêtait tous la même fête. Donc, cette fête est tout un symbole, hein, puisque c'est le symbole du sacrifice. On ne savait pas que c'est nous qui allons être sacrifiés. Et une nuit, on a été réveillés par les odeurs de nos voisins, qui s'appellent d'ailleurs Ben Chillel, qui sont maintenant au Maroc. Et cette odeur, on ne savait pas d'où elle venait. Et le lendemain, en discutant dans le quartier avec ce que j'appellerais les vieux, on a dit il faut y aller pour voir d'où viennent ces odeurs, parce que tout le quartier était envahi par cette odeur. Et les souvenirs reviennent. On est parti la nuit au coucher de soleil et j'ai pensé à ce village qui a été attaqué en 1944. C'est-à-dire que lorsqu'on est descendu dans le hall, dans le patio, tout était en place. Vous avez les journaux, vous avez la bassine où les femmes préparaient leur repas. Tout était resté figé. Et il y avait 3 maisons, il y avait 3 familles. Et à l'entrée de chaque entrée du bâtiment de chaque famille, il y avait un mouton accroché et c'était les moutons qui pourrissaient depuis quelques jours que nous avons pris avec une peur qui est indescriptible parce qu'on ne savait pas est-ce qu'il n'y a pas des cadavres, est-ce qu'il n'y a pas, on n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans ces maisons. Et puis voilà, c'était le cadeau du pouvoir algérien aux Marocains qui beaucoup ont sacrifié leur vie pour l'indépendance d'Algérie. C'est Abdelkader Yacoubi, donc tout à l'heure vous parliez du commissariat. Alors comment s'est fait ces interrogatoires au commissariat et comment s'est fait le transport vers les frontières? Alors, j'aimerais revenir vers Mohamed. Il a parlé de Ben Chellal. Je connais Ben Chellal et j'aimerais quand même lui donner une mauvaise nouvelle, malheureusement. Et je suis allé lui rendre visite à Mohammedia dans les années 80, après l'expulsion. Et il est mort récemment, voilà. Donc, je me représente très bien la maison où il habitait, avec toutes ces pièces qui étaient occupées par des familles. Voilà, je le fréquentais, je fréquentais cette personne. Alors, concernant le commissariat, donc ma famille est emmenée au commissariat et là, on reconnaît mon père. On le reconnaît parce qu'il avait une stature et on lui dit là, Assil Hajj, toi, tu rentres chez toi. On ne t'expulse pas, tu rentres chez toi. Voilà. Et lui, il leur dit, d'ailleurs, je le dis dans le texte, tout à fait. C'est pas possible. C'est une humiliation. Comment rester? Et voilà, donc, il était. Je n'aime pas le terme de fierté, parce que la fierté, elle s'exerce toujours aux dépens de quelqu'un d'autre.
il avait de l'amour propre, un sens de l'honneur. Voilà, je préfère l'honneur. Et il a dit non, je pars avec ma famille. Et voilà, et il est parti. Bon, mais lorsqu'il arrive, il arrive à Oujda, donc il va arriver au lycée Moulay Abdelaziz, je crois, à Oujda. Et puis, les autorités marocaines font bien les choses, donc on contacte les familles et on vient chercher mes parents, ils ne sont pas restés longtemps. Donc. Et voilà, et comme mon père allait souvent au Maroc, donc il a pu quand même créer, c'est pour ça qu'il disait toujours, bien après, bon, il est mort, il disait bled qui est bled, et donc il parle de ces immigrés qui sont en Europe, etc. Et donc ne faites pas les erreurs du passé. Restez en lien avec votre patrie, avec votre pays d'origine. Et moi, je crois que cette agression sauvage, elle a fait énormément de mal, c'est vrai. Mais chez beaucoup de Marocains de cette diaspora en Algérie, elle a réveillé un autre sentiment, l'appartenance à un pays. L'appartenance à un pays et découvre un pays, c'est vrai, dans la douleur. Et je voudrais vous dire une chose, ce qui est paradoxal, c'est que les gens, en Nador notamment, mais ils traitaient les immigrés, les expulsés d'Algérie. Vous savez de comment ils les traitaient? Ils leur disaient Polisario. Voilà. Ce pourquoi on a été expulsé, eh bien, c'est ce avec quoi on nous a insultés. Voilà, y compris au Maroc. Alors qu'on était victime de toute cette fabrique, hein, toute cette fabrique des colonels autour du Polisario, de cette race, etc. Et on est insulté, vous êtes des Polisario, forcément parce que il y a le langage qui diffère. Moi-même, j'étais souvent arrêté par la police lors de contrôles. On voit mon permis, vous êtes né en Algérie, vous êtes algérien, vous avez un accent algérien, vous parlez algérien. Donc il y a cette suspicion qui vous poursuit partout et il faut quand même reconnaître que tout cela s'est dilué avec le temps et que les expulsés d'Algérie, malgré la douleur, le souvenir, ils sont quand même dans leur pays. Et voilà, ça, j'aimerais insister là-dessus. Voilà, on est vraiment la diaspora marocaine à l'échelle mondiale, c'est elle qui est la plus rattachée à son pays. Voilà. Et c'est magnifique, mais je ne veux pas passer sous silence ni édulcorer cet affreux crime, cette ignominie, voilà, qui a marqué des familles, il y a des couples maroco-algériens qui ont été séparés. Tout à fait. On va revenir à ça aussi. Oui, moi je ne voudrais pas. Pour moi, il y a un coupable, et c'est lui que je désigne et que je continue à désigner, c'est le régime, voilà, de ces colonels qui ont pourri l'Algérie, qui ont pourri le Maghreb. C'est tout, voilà. Voilà. Alors, parmi les réactions, Sil Hussein Bouasriya nous informe que Mimoun Benchellal était infirmier. Et Sil Hussein Bouasriya nous dit aussi que cette insulte de Polisario nous a été collée partout, même à Casa. Alors, c'est Idrissi. Donc, vous êtes arrivé avant, vous les avez, comment vous les avez vus venir à partir de 75, à partir de ce mois de décembre? Vous étiez déjà à Nador. Oui, c'est ça. Ben, on les a vus, ils étaient dans un état psychologique vraiment à terre, quoi. Ils étaient vraiment abattus. Ils étaient. Je rejoins ce que dit notre invité. Effectivement, beaucoup de gens dans des mois les traitaient de Polisario. Oui, ce sont des Algériens. Et souvent, cette histoire d'accent algérien leur était reprochée. Donc, ils étaient vraiment. Ils étaient c'était comme s'ils étaient frappés d'une double peine. L'expulsion, enfin la déportation, je dirais, hein, et plus le fait qu'ils n'étaient pas vraiment chez eux au Maroc. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils voulaient justement renouer avec la résilience et continuer à vivre malgré tout. Bon, certains ont eu de la chance. Il faut dire les choses clairement. Ont eu de la chance parce que s'ils étaient instruits, ils avaient l'éducation scolaire suffisante. On leur a trouvé des postes de planton, de huissier, enfin de concierge dans certaines administrations. Certains ont eu la chance de partir parce qu'ils étaient diplômés. Mais le gros du bataillon, bah, ils étaient livrés presque à eux-mêmes, vivant un petit peu de petits boulots, d'aide, et je ne sais que sais-je. Mon père, par exemple, lui, bon,
je remonte en arrière parce que c'est vrai qu'on n'a pas vécu la même chose vraiment comme le jour noir du 8 décembre 75, mais on était vraiment aussi en souffrance avec nos compatriotes. On était en souffrance. Mon père avait toujours de la famille là-bas qui restait, qui était d'origine algérienne et marocaine en même temps. Certains Marocains sont restés, hein. Mais la grande majorité ont été expulsés, bien évidemment. Alors, je reviens encore sur cette blessure qui est toujours là, qui n'est pas encore cicatrisée. Voilà, on était comme des parias, en fait, à un moment donné. Oui. C'est le mot que je recherchais. Voilà, beaucoup de réactions, Madame Fouzia Ben Salem. Donc, vous aussi, vous racontez l'histoire de votre grand-père. C'est un long texte que vous m'avez envoyé. Je n'ai pas vraiment le temps. Enfin, malheureusement, vous aviez 7 ans voilà, vous racontez un peu. J'aurai l'occasion peut-être de revenir tout à l'heure. C'est Jamal Ammar aussi qui nous écrit. Alors, à un certain moment, Madame Saïdi et Sharfawi, vos deux personnages se croisent. Votre personnage, Madame Saïdi, avait réussi à aller en Belgique et il revenait de Belgique pour ses fiançailles. Et Monsieur Sharfawi, vous parlez de votre livre, de ce Belge qui est revenu se marier à Oran et qui s'est fait expulser avec tous les Marocains au Maroc. Alors, Madame Saïdi. Oui, donc dans le cadre de Mohamed Moulay, effectivement, c'était vraiment un heureux hasard. Il est peut-être retourné juste un tout petit peu trop tôt parce qu'il aurait pu échapper en fait à l'expulsion, mais il était venu en fait juste pour rendre visite à sa famille. Il est resté un peu plus longtemps que prévu et puis il est retourné. Et là aussi, avec des moments aussi de drame, parce que ses fiançailles finissent aussi par tomber à l'eau. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, en fait, ce sont des successions de drames humains. Et on ne le répétera jamais assez. Il ne faut pas oublier non plus que dans ces expulsions, il y avait vraiment une espèce de cynisme, de paroxysme de la cruauté qui allait jusqu'à la séparation des familles. Alors, je m'explique. Donc, il y avait beaucoup de mariages mixtes à l'époque, puisque les Marocains qui vivaient en Algérie, comme me l'a dit ou Abdelkader ou Mohamed, je ne me souviens pas, certains Marocains nés là-bas, implantés depuis des décennies, avec leurs parents déjà installés depuis des décennies, pensaient qu'ils étaient algériens. Donc, la question de la nationalité ne se posait pas parce qu'il y avait au-delà aussi la même langue, la même religion, pratiquement la même culture. Et donc, ce drame de ces expulsions, a été jusqu'à séparer les familles. Donc, lorsqu'un couple était un couple mixte, si l'épouse était marocaine, on expulsait l'épouse seule. Et donc les enfants restaient avec le père en Algérie. Et si c'était le contraire, donc si c'était le mari qui était marocain, donc l'épouse partait avec les enfants et l'épouse algérienne restait seule en Algérie. Donc c'est vraiment des faits plus que douloureux. Ce sont vraiment des traumas qui poursuivent et qui continuent de poursuivre et de hanter les personnes qui les ont vécues jusqu'à aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsque j'assistais à des rencontres entre des personnes marocaines expulsées d'Algérie, la plupart du temps, ça commençait d'abord par les larmes, comme si cette expulsion venait de se dérouler quelques heures auparavant. Alors, le texte de Madame Fouzia Ben Salem, donc elle rappelle un peu les soucis de son père, et son père qui venait à chaque fois répéter à sa mère et à elle de dire que si on vous demandait vos origines, vous dites que vous êtes algérien ou algérienne pour éviter de se faire expulser. Voilà en gros ce qu'elle dit. Alors,
Si Mohamed Sharfawi, il y a des passages vraiment dans votre livre qui m'ont passionné. À la page 54, vous évoquez la marche verte. Vous êtes tout en admiration face à l'idée de récupérer pacifiquement une partie du Maroc. Et votre frère, d'ailleurs, de 17 ans, voulait participer à la marche verte et a demandé un passeport pour partir au Maroc. Et vous dites à la page 55 que cette initiative de votre frère vous a rempli de fierté. Enfin, on parle toujours du personnage. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que et c'est une histoire vraie, puisque c'est mon frère Abdelmalik qui doit nous écouter et qui était fervent pour partir. En fait, il faut imaginer que vous êtes dans un pays où on est heureux, où nous avons nos amis, on a nos amours, on a nos histoires, et que en 24 heures, 48 heures, vous avez la descente aux enfers, et comme l'a dit Fatiha, cyniquement. Quand je dis cyniquement, c'est qu'on va arriver le matin tôt, vous mettre dans les bus, vous venez de vous réveiller, vous êtes en pyjama, vous êtes en pantoufles, et on vous dit, vous montez comme ça. Nu vous êtes venu, nu vous allez repartir dans votre pays. Et c'est tout ça qui est la peine. C'est pas le fait de quitter l'Algérie qui était la peine. La peine, elle est dans la manière dont ça se fait. Et ça va se faire du moment où on va nous mettre dans les bus, jusqu'au moment où on va arriver au No Man's Land, au niveau de la douane. C'est-à-dire que on va y revenir sûrement au niveau de la douane et comment on va nous humilier une dernière fois à la douane algérienne. Et cette descente aux enfers qui va nous marquer avec cette blessure et qui va créer une déchirure très très forte dans notre corps, parce que d'une part on s'y attend pas et d'autre part c'est l'inverse, on s'attend à autre chose. Et le Marocain, il y a une défiance. Abdelkader l'a dit, mais je peux vous raconter plusieurs personnages. Quand ils arrivent au commissariat, les commissaires les connaissent. C'était des amis avec eux dans le maquis. Donc le Marocain sont totalement imbriqués dans cette histoire de l'Algérie. C'est pas par hasard que le seul président qui va remplacer Bouteflika quand celui-là est malade est quelqu'un d'origine marocaine. Ses parents étaient marocains à ce président algérien. Donc, pour montrer que on était totalement imbriqués, et Fatiha l'a dit par rapport aux familles mixtes, il y avait culturellement une différence très 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 faible entre nous et les Algériens. On était entre guillemets miscibles. Culturellement, on était très très différents. On fêtait les mêmes fêtes, on allait enterrer nos morts ensemble, on était dans un et là je reviens à quelque chose d'important. Je voudrais dire quelque chose d'important. Parce que je voulais aussi que à ce moment vous dites que votre cortège en passant par l'avenue Mohamed V de Oujda, c'était sous les youyous des femmes et les militaires marocains étaient au garde à vous. Tout à fait, c'est vrai que ça nous a réchauffé le cœur quand on arrive sur Oujda. Déjà quand on arrive à la frontière, mais quand on arrive à Oujda et que vous voyez tous ces Oujdi qui sortent dans la rue et qui vous disent bienvenue dans votre pays, du cauchemar duquel on vient de sortir. Et je reviens à ce que disait Abdelkader, c'est que nos parents nous disaient bled qui est bled. Et ça ressort à ce moment-là. Alors ça ressort à ce moment-là, mais également, je reviens à Amin Malouf, oui. Les identités meurtrières. Les identités meurtrières de Amin Malouf expliquent bien ça. Il nous dit que notre identité est multidimensionnelle. Je suis ingénieur, je suis chercheur, je suis rifin, je suis français, je suis européen. Et par contre,
lorsque une facette de votre identité est attaquée, eh bien, elle efface toutes les autres facettes. C'est-à-dire que nous, du jour au lendemain, on est redevenu que marocains. On n'était plus les enfants de la révolution algérienne, on n'était plus. On a enterré tout ça, et moi, je l'ai enterré pendant une trentaine d'années. Et c'est là où on sent toute la profondeur quand on dit notre blessure est encore béante et encore ouverte. C'est aussi par rapport à nos parents qui se sont sentis trahis. Et une forte trahison, ils ont totalement fait confiance à ce pays qui va les déporter. Parce que être expulsé, c'est que vous n'êtes pas en règle avec les lois du pays. Voilà. Nous, on était nés là, on était en règle avec les règles du pays. On est déporté de racines qu'on a plantées là-bas. Alors, c'est Abdelkader. Alors, dans votre ouvrage, Le jardinier d'Arboras, après l'arrivée de votre personnage au Maroc, c'est un autre périple qui commence. Donc, vous racontez beaucoup plus ce périple. Donc, la traversée d'Onador vers Almeria en clandestinité, bien évidemment. L'arrivée d'Almeria, on vous confisque le passeport. L'arrivée à El Ejido, et on a dû se croiser à El Ejido parce que pendant les événements que vous racontez à El Ejido, moi j'étais avec une équipe de télévision et on a filmé un peu les péripéties de cette période à El Ejido, à cette ville composée que de serres. Et vous avez travaillé donc dans les serres à 20 € par jour. Vous habitiez avec des Guinéens, je crois. Je ne sais pas combien vous étiez dans ces cabanos-là. Et donc, l'après-Algérie, ça a été pour vous l'aventure, pour le personnage. Alors je vous remercie de m'interroger sur ce point, parce qu'il est important. C'est la preuve que j'ai lu les 3 livres aussi. Hein. Oui. Il est en lien étroit avec l'expulsion des Marocains. Que fait, il s'appelle Al-Boustani, hein? Tout à fait. Al-Boustani. Pourquoi Al-Boustani? C'est mon jardin. Oui, c'est le jardin de son enfance. Et il quitte le Maroc à la cinquantaine. Ça veut dire, et là je rejoins Mohamed quand il parle, il dit qu'il lui a fallu 30 ans pour, etc., etc. C'est que ce personnage, il n'est pas encore guéri. Il n'est pas encore guéri de cette blessure, de cette amputation, de cette ablation de son enfance, de sa jeunesse. Et donc, il va quitter le Maroc clandestinement, non pas pour gagner son pain, non. Il part pour se reconstruire. Il va se reconstruire au gré des rencontres. Et la première des rencontres que je lui offre, parce que j'ai cette capacité, pas par l'écriture, de faire ce que je veux, et je vais lui offrir une rencontre avec ses frères africains. Pour moi, c'est un thème très important. Ces Africains de Guinée vont l'accueillir et quand il est isolé dans sa cahute, il est isolé et il se met à pleurer. Il va lire Ayat al-Kursi. Il va lire Ayat al-Kursi à haute voix. Et à ce moment-là, les Guinéens entrent et ils lisent avec lui. Et donc, ils lisent avec lui et ils vont l'aider. Ils vont l'aider à comprendre le monde et à s'accepter et à se construire dans la différence et à s'enrichir et à se libérer du passé. Et plus il avance et plus il rencontre. Et il rencontre des personnes qui vont l'enrichir. Donc ce voyage, ce périple, aux accents picaresques, parce que c'est une aventure, elle est initiatique, mais elle est faite aussi de rencontres, va lui permettre de se reconstruire et enfin de retrouver la paix que beaucoup d'expulsés d'Algérie n'ont pas encore trouvé. Il faut qu'il retrouve son essence première, sa dignité d'homme retrouvée, et là, il va cesser de souffrir. Et ces sensations, il les a retrouvées une fois arrivé à Montpellier, quand il a eu de nouveau affaire avec la terre, avec le jardinage. Voilà, parce que dans notre maison, à la cité de Petit Yaoran, nous avions
un citronnier, nous avions un oranger, un figuier, nous avons de la menthe, nous avions beaucoup de choses. Et donc, recréer ce jardin, c'est recréer le paradis perdu. Il y a quelque chose dans cette histoire qui ressemble un peu à l'histoire andalouse. Voilà, et pour moi, ça ne peut passer que par le retour à la terre. C'est une terre qui est transplantée donc en région héroltaise du côté de Montpellier, mais c'est toujours le Maroc. Et jamais je me suis senti aussi proche de ce Maroc dont j'ai été si éloigné, parce que là, j'ai découvert une civilisation. Voilà. Voilà. Vous avez aussi rencontré une dame qui est pied noir. Et votre livre fait 254 pages. Moi, j'aurais aimé que vous ajoutiez une page pour dire que que votre personnage s'est marié avec cette bonne femme et que vous avez vécu heureux pendant des années encore. Là, les gendarmes vous cherchaient, elle voulait vous épouser, et puis bon, vous arrêtez votre roman. Voilà, et non, mais en fait, c'est vrai, on pourrait pu ajouter, et ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Mais moi, ce que je voulais aussi, par ces dernières pages, c'est retrouver aussi la fraternité andalouse entre le Maroc et l'Andalousie. Cette femme, elle s'appelle Fatima Dolores, Maria Fatima Dolores. Donc, on connaît bien les traces de la présence musulmane en Andalousie. Et ça aussi, pour moi, c'est peut-être la première rupture, la première souffrance, c'est la perte de l'Andalus, que je retrouve par l'imaginaire, par les visites, par l'écriture. Voilà. Alors, c'est Idrissi, Mustapha. Alors, donc, vous êtes un Nador en famille, et puis donc, vous décidez de partir pour la Belgique. Là aussi, je suppose que c'est parce que il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien à faire, il y avait peut-être envie de faire des études poussées. Alors, comment vous est venue l'idée de partir de Nador? En fait, je précise qu'au départ, on a eu, après avoir passé quelques temps à Nador, voilà, entre 69 et 75, puisque c'était en fait cette période-là, une période où on a un petit peu vivoté au Maroc. Hein. Mon père a beaucoup trimé justement pour pouvoir nous subvenir à nos besoins. Il a fait 1001 boulots, il a vendu des tissus de porte à porte, il a fait de la contrebande avec Nilia, donc il allait chercher de la marchandise. Il a vraiment échappé à plusieurs reprises à des tirs, voilà, donc des douaniers, etc. Parce qu'à l'époque, parfois, il pouvait tirer. À un moment donné, bon, il avait marre de prendre des risques et puis il a immigré en France. Donc il a pris le chemin qu'a pris notre écrivain, professeur, dont j'ai oublié le prénom, pas le nom. C'est ça. Voilà, enchanté. Et donc il s'est retrouvé, lui, de l'autre côté. Bon, il est parti plutôt par Tétouan, enfin par Sebta. Et il a travaillé, donc il s'est retrouvé donc du côté dans le sud de l'Espagne, et puis il est remonté jusque la Corse. À ce moment-là, on demandait beaucoup de main-d'œuvre marocaine en Corse, dans l'agriculture, dans les cueillettes, etc. Et voilà, il a été arrivé en Corse. Et tout à l'heure, on parlait de Pied Noir. Et justement, c'est un propriétaire terrien Pied Noir qui l'a accueilli et qui était de la même région que lui en Algérie, donc à Oran. Et donc là, on dirait qu'il avait retrouvé un frère. Et ce monsieur était très gentil. Donc il lui a offert un logement, un travail, etc. Et quelques mois plus tard, ma mère l'a rejoint. Elle l'a rejoint, donc moi j'étais avec mes deux frères, il y avait moi, mon frère Abdelkader et mon frère Mohamed. Elle a pris son baluchon, on a pris le car qui reliait à l'époque Nador et Milia directement, parce qu'à l'époque les cars du Maroc entraient dans la ville de Milia. Et on a pris le bateau, on s'est retrouvé, donc on est passé par Almeria justement, ce trajet, on s'est retrouvé à la frontière française. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait quand même des contrôles douaniers. Alors ça, c'est un épisode que ma mère m'a expliqué, parce que j'étais trop jeune à l'époque pour m'en souvenir. Tous les Marocains qui ne disposaient pas assez d'argent
ne pouvaient pas entrer en France. Et alors, beaucoup ont été justement déboutés de leur chemin. Et ce qui s'est passé, ma mère a eu l'idée de demander aux passagers, elle était la seule femme dans le car, hein, je le répète, je le dis. Elle a demandé aux passagers de pouvoir lui prêter de l'argent pour avoir une somme suffisante, acceptable pour passer la frontière. Et alors là, les hommes ont eu tout de suite le réflexe de ramasser de l'argent, ils lui ont prêté. Et lorsque les douaniers français sont montés à bord, eh bien, ils lui ont dit, vous allez où, madame? Elle dit, je vais en France, rejoindre mon mari. Et ils avaient un regard assez, elle m'a dit, très autoritaire, ils se méfiaient un peu de tout le monde. Et ça s'est joué à un cheveu, quoi. Hein. Ouais. Ils ont longuement hésité et ils l'ont fait passer. Donc là, elle a continué son chemin et on s'est retrouvé à Marseille. Et de Marseille, le bateau pour la Corse. Là, le chemin d'immigration ne s'est pas terminé. Vous voyez, de l'Algérie, on se retrouve dans un autre pays. Voilà. Et on a rejoint donc le père qui nous a donc voilà, on a été hébergés dans la même maison que mon père occupait. Et là, c'est une autre histoire encore qui a débordé. Ouais, il faut rendre hommage, Sim Mustafa, à votre maman et à toutes les mamans parce qu'elle n'était pas la seule à avoir pris ce risque de partir avec des enfants en bas âge, traverser toute l'Europe. Je connais la maman de Rezouk qui avait également fait la traversée avec 7 enfants, je crois. Donc, il faut vraiment rendre hommage à ces mamans-là. C'était pas évident. C'est pas facile, non. Et donc voilà, on s'est retrouvés là, on est donc début des années 70, hein. On s'est retrouvés donc en Corse, et de la Corse, on est resté une histoire de 4 ans. Puis ma mère a voulu rejoindre son frère dans le nord de la France, à Maubeuge, que vous connaissez peut-être bien. Et on s'est retrouvés donc à Maubeuge finalement. Et de Maubeuge, bon voilà, moi j'ai passé la frontière parce que c'était pour des raisons d'études. C'était à côté de la frontière, Maubeuge. Voilà. Oui, très bien. Alors, on va maintenant parler du volet politique. Et je m'adresse à Madame Saïdi, qui était sénatrice, et à Monsieur Sharfawi, parce que vous évoquez beaucoup de dates, beaucoup de traités. Et il y a eu le 18 mars 1945, vous dites, le traité de l'Al-Lamrnia. Alors, expliquez-nous ce traité. Eh bien, le traité de l'Al-Lamrnia, c'était le traité qui a permis de définir les frontières à l'époque où la France était en Algérie, d'une part, et d'autre part, le Maroc était sous protectorat. L'Algérie était un département français. Et c'est à ce moment-là, dans les accords de 45, que la frontière a été délimitée, sauf pour la partie dite du Sahara, qui était considérée un no man's land. Voilà, comme inhabitable. Voilà, un no man's land qui n'avait pas besoin d'être délimité. Et il fallait attendre les découvertes des gisements de pétrole et de gaz pour que la France commence à définir des frontières. Voilà. Donc, par la suite, vous parlez aussi de l'accord du 6 juillet 61, pour renégocier le statut de Tindouf et de Kolomb-Char après l'indépendance de l'Algérie. Il faut rappeler aussi qu'à un certain moment, les Français voulaient accorder, se mettre d'accord avec le Maroc concernant cette partie du Sahara, et que le feu Mohamed V a refusé parce que la France lui demandait en contrepartie de ne plus recevoir les combattants algériens. Tout à fait. Mohamed V a totalement refusé alors que la France à l'époque demandait que le Maroc n'accueille plus le FLN à Oujda notamment. Et Mohamed V a refusé en disant je ne porte pas un coup de couteau dans le dos de nos frères les Algériens. Ouais. Et ce que disait Abdelkader tout à l'heure et ce que j'ai fait également, nous avons découvert que le Maroc avait une civilisation, avait une histoire, et que les gestes étaient
étaient mesurés. Les gestes étaient mesurés. Et c'est tout ce qui va faire la différence. Jusqu'à présent. Voilà. Et ce que vous citez comme exemple, donc les accords de 61 avec Farhat Abbas, oui. Donc c'est un accord entre le bureau politique du FLN à l'époque et le Maroc qui était indépendant en 61, et dans cet accord signé par Farhat Abbas s'engageait à renégocier le statut de Tindouf après l'indépendance. Et de Kolomchar. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment de l'indépendance, juste avant, le bureau politique se met d'accord pour mettre de côté Farhat Abbas, et Ben Bella prend le lead du FLN, et au moment où le Maroc demande ça devient un État, soit après 5 juillet 62, le FLN dit bien, moi j'ai rien signé avec vous, vous allez voir Farhat Abbas qui a signé. Donc on voit que, alors tout ça on l'a appris après, que c'était mal barré, diront certains. C'est-à-dire qu'il y avait des sous-entendus pour ne pas construire le Maghreb. C'est-à-dire que là, dès le départ, on voit que les leaders du FLN, leur finalité est de construire une Algérie qui domine le Maghreb. C'est ça la finalité. Et ils vont rester dans cette optique, je pense même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tout à fait. Aujourd'hui, parce qu'un État algérien qui dans les écoles militaires, lorsque un jeune Algérien arrive dans l'école militaire, on va lui expliquer que l'ennemi numéro 1 de l'Algérie, c'est le Maroc. Quand vous avez un régime qui rend institutionnel cette haine du Maroc et puis du Marocain, on ne peut pas attendre quoi que ce soit de ce régime. Donc, ce régime est de plus en plus fascisant. Il est temps qu'il parte. Voilà, mais il partira parce que le Hirak, on a vu les derniers mouvements. Bon, c'est un autre débat, mais disons que on voit que dès le départ, dès l'indépendance, en 61-62, les choses commencent à ne pas converger vers la construction d'un Maghreb. Voilà. Et nous, on va payer vraiment la somme la plus douloureuse, ça sera nous. Toute la population maghrébine. Alors, pour répondre à ces Ammar qui souhaitent à ce qu'on réagisse, Madame Saïdi, vous avez réagi en tant que sénatrice et vous avez porté ce dossier devant les instances internationales. Oui, effectivement. Donc, au niveau du Sénat, j'ai essayé de déposer une proposition de résolution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une proposition de résolution? C'est d'abord un outil qui n'a aucun aspect contraignant. Mais malgré tout, pour moi, c'était extrêmement important en tant que sénatrice belge d'origine marocaine de laisser une trace de ces faits dans une institution belge qui est de surcroît la capitale de l'Europe. Et j'ai eu énormément de difficultés à déposer cette proposition de résolution parce qu'il y a eu des pressions politiques de part et d'autre. Il y a eu des pressions de l'Algérie également. Et donc, cette proposition de résolution a été prise en considération. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, si vous allez sur le site du Sénat, senat.be, vous mettez Marocains expulsés d'Algérie, vous allez retrouver la proposition de résolution. Ce qui, pour moi, est quelque chose d'extrêmement important parce que ça fait trace. Mais malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au débat sur cette proposition de résolution et évidemment, certainement pas jusqu'au vote, mais pour moi, c'était déjà une bonne chose. Alors, au niveau des instances internationales, il y a aussi feu notre ami Abdelhamid El-Jamri, avec une pensée très émue pour sa mémoire, qui a fait un travail vraiment titanesque
et qui a à Genève, donc à l'ONU, au sein de la commission des droits humains et migration, il a également déposé une requête. Et donc annuellement, encore maintenant, donc chaque année, l'Algérie doit, lors de son rapport, déposer un rapport sur, pas les Marocains expulsés d'Algérie, mais sur les immigrants, sur les migrations marocaines en Algérie. Donc ça, ce sont déjà des petits pas, mais c'est encore très faible. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, on se prend par exemple encore les pieds dans le tapis sur les chiffres. 45 000 familles, 45 000 personnes, 300 000 personnes, ce sont des choses qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Si l'on veut vraiment que les personnes se reconstruisent, si l'on veut vraiment qu'elles tournent la page, pas pour l'oublier, mais qu'elles tournent la page pour en relire, pour en réécrire une autre, il faut vraiment qu'elles aient toutes les réponses à leurs questions. Alors ces personnes, c'est nous aussi. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants. Parce que l'histoire ne s'arrête pas à décembre 75 et janvier 76, c'est fini, ils ont été expulsés, on n'en parle plus. C'est un travail vraiment de longue haleine. Mohamed Cherfaoui et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se connaît depuis 2007. Depuis 2007, on a eu de cesse de continuer à essayer de trouver. On a été à Genève, on a été à la Fédération des Croix-Rouges, on a rencontré une personne qui était le coordinateur de la Croix-Rouge internationale au Maroc. Heureusement, on a été le voir, il avait 91 ans, une année plus tard, il était décédé. Donc, tout cela est extrêmement important, il y a urgence. Il y a urgence parce que les personnes qui ont été expulsées, soit sont déjà décédées, comme c'est le cas pour mes grands-parents, soit sont des personnes qui sont des personnes vieillissantes. Et donc, c'est le moment de continuer, pas de commencer, parce que les associations, comme je le disais tout à l'heure, ont fait un énorme travail. Mais en cela, je lance vraiment un appel aux autorités marocaines pour aider toutes les personnes qui sont avides de mémoire, qui sont avides de l'histoire de leur pays, parce que ça fait aussi partie de l'histoire du Maroc, de les aider, de les soutenir en ouvrant les dossiers. Je sais bien sûr qu'il y a toute une série, tout un protocole qui doit être fait pour le respect à la vie privée, etc., etc. Mais il y a encore tout un chantier qui doit être entamé au niveau des travaux. Et j'espère, nous sommes en train de le faire, mais nous n'avons pas les ressources suffisantes pour le faire et nous avons besoin d'aide et d'être soutenus en tout cas. Oui, alors parmi les choses aussi qui sont toujours à la traîne, cette histoire de dédommagement, c'est les hobbies. À combien on estime un peu les biens laissés par les Marocains, le gouvernement algérien qui décide de réquisitionner tous les biens des Marocains et qui se dit ce sont des biens qui appartiennent au gouvernement algérien. Je pense qu'il y a des réactions à faire dans ce sens aussi, dédommager les gens qui ont perdu des biens et qui ont perdu de l'argent pendant cette période. Alors, lorsque les familles de Marocains arrivent à la douane, elles sont prises en charge par les autorités marocaines à tous les niveaux, au niveau des soins, au niveau de la nourriture, au niveau de pas mal de choses, mais en même temps, on a enregistré leur doléance, on a enregistré les biens qu'ils ont perdus. Donc tout ça est consigné en principe. Ça je le sais. Je le sais parce que j'ai un témoignage direct vivant. Et normalement, on sait combien il y a de familles, combien il y a de personnes, qu'est-ce qu'elles ont perdu, etc., etc. Il faut savoir que c'était des gens qui étaient bien implantés. Moi, je n'aime pas dire les Algériens, je préfère dire les autorités algériennes qui ont, au moment où elles ont décidé d'expulser les Marocains, Boumedienne a créé une émission. Vous savez comment elle s'appelait cette émission? Ça m'avait scandalisé à l'époque. Maghrib al-Shu'oub. Voilà, tout en massacrant, tout en expulsant, eh bien, il chantait les louanges du Grand Maghreb, mais son Maghreb à lui. Voilà, donc c'est le Maghreb de la spoliation, c'est le Maghreb de la domination, c'est le Maghreb de l'humiliation.
Et c'est le Maghreb de personnes qui ont été dépossédées. Et ça, je veux dire, au niveau des autorités marocaines, enfin, je le sais, en ce qui concerne ma famille, tout a été enregistré, tout ce qu'ils ont perdu. On a évalué leurs biens, la maison, voilà, il y a une voiture qui est restée dans le garage. Et je me souviens, tout de suite après, bon, il y a quelqu'un qui me dit la maison a été éventrée et il y a eu un pillage. Et je suis retourné en 86. Je suis retourné en 86. Oui, non, après, lorsqu'il y a eu un semblant d'arrangement, il y a eu Chadli Ben Jdid, etc., après 88. Et là, j'ai vu toutes les maisons occupées. Et on me dit, je leur dis, qui est-ce qui occupe ces maisons? La mienne, qui est-ce qui l'occupe? La nôtre. Ils me disent, ce ne sont pas des gens du quartier. Ce sont des militaires, ce sont des gens qui appartiennent à la caste dirigeante, ce sont voilà, ce qu'on appelle là-bas les interventions des amis, les cousins, le népotisme, et puis voilà. Et c'est enregistré, c'est déclaré comme biens vacants. Ce sont des biens vacants, donc récupérés par l'État algérien et qui ont été redistribués. Voilà. Oui. Idrissi, donc aujourd'hui, si vous avez quelque chose à réclamer, c'est bien là que vous avez laissé en Algérie. Oui, tout à fait, définitivement. Je suis tout à fait d'accord. On a des biens immobiliers qu'on peut évaluer compte tenu de l'inflation, compte tenu de ce que ça vaut maintenant, quoi. Moi, j'ai fait un petit calcul un petit peu, on va dire, un peu approximatif. La maison vaudrait aujourd'hui je dirais, dans les 60 000 euros, plus ou moins. Si on tient compte du coût de la vie. Bon, à l'époque, je ne sais pas ce que ça valait, mais je ne parle pas bien sûr de l'échoppe qui a été perdue aussi. C'était un petit magasin, donc là, on peut tabler jusqu'à 80 000 euros, plus ou moins, quoi. Mais ça, c'est à revoir, en fait. Mais on n'est pas loin. Alors, aujourd'hui, il y a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève qui a un peu tiré les oreilles à l'Algérie sur ce dossier. Il y a le Comité des travailleurs migrants. Il y a quelques associations, vous en parliez, Madame Saïdi. Il y a un film qui est sorti, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans, de Narges Njar, qui s'appelle Apatride, et qui parle de cette jeune fille de 12 ans expulsée avec son père et qui voulait revenir en Algérie et retrouver sa mère, parce que sa mère était algérienne et qui restait en Algérie. Donc, il y a des mouvements, il y a quelques associations qui réagissent, mais il n'y a pas d'harmonie entre toutes ces actions-là. Chacun converge de son côté. Et aujourd'hui, il est temps à ce que on parle le même discours, Madame Saïdi. Moi, je pense qu'on parle le même discours. En tout cas, en ce qui concerne les associations, il y a aujourd'hui une ébauche d'un collectif international qui commence à se mettre sur pied et qui prend, je dirais, une belle forme. Mais je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut également un soutien parce qu'il y a le découragement également des associations qui ont travaillé pendant des décennies et qui ne voient pas finalement de résultats. Et vous savez, pour certaines personnes, à partir du moment où on ne voit rien de concret, bien on baisse les bras. Nous, on sait que c'est un travail de longue haleine et ce n'est pas simplement des revendications, c'est aussi laisser des traces. Et ce n'est pas, je pense, le fruit du hasard si Abdelkader Yacoubi, Mohamed Cherfaoui et moi-même nous avons écrit. C'est parce que nous savons également qu'il faut laisser des traces et que ça, c'est aussi important que la récupération des biens, parce que les biens vont disparaître également. Moi, je ne suis pas fort matérialiste et je me dis que les biens sont éphémères, mais les traces que nous laissons en tant qu'écrits, elles vont nous survivre et elles vont vivre longtemps et ces faits ne seront du coup pas tout à fait oubliés. Il y a également au niveau du Maroc le Conseil national des droits humains qui a été la première institution à plus ou moins s'emparer de ce dossier, à nous soutenir énormément.
Mais malheureusement, aujourd'hui, le soufflet est un peu retombé. Donc voilà, moi, je reste toujours à l'affût d'un moment où l'on pourra vraiment examiner, voir quelles sont les possibilités de continuer ce travail un peu plus en profondeur. Et je n'ai aucune prétention à le faire, bien évidemment. Ce travail doit être fait de manière compétente par des personnes qui ont les outils, c'est-à-dire en premier par des historiens. Et là, il y a aussi une ébauche qui a été faite par le professeur Abdullah Halsi de l'université de Meknès. Bien, ce sont sur ces choses-là qu'il faut continuer de capitaliser et qu'il faut continuer à entretenir et à renforcer. Voilà, Monsieur Jamal Ammar aussi nous écrit dans ce sens. Il dit qu'à l'époque, il avait 18 ans, aujourd'hui, il a 61 ans. Combien de temps il me reste à vivre? Et je réclame toujours mes biens laissés en Algérie. Alors, c'est Mohamed Sharfawi, c'est Yacoubi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez écrit des ouvrages et des films qui ont été tournés, quelques associations ont tapé à plusieurs portes. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Est-ce qu'il y a moyen d'harceler le politique aussi au niveau de l'Europe pour qu'il réagisse? Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Vous connaissez peut-être l'histoire du colibri. Que chacun de nous fasse. Mais je pense qu'il y a trois axes fondamentaux sur lesquels il faut qu'on travaille. Là, je rejoins Fatiha. Le premier, il faut qu'on fasse un travail approfondi sur les données. Il faut qu'on puisse accéder aux données qui nous permettront d'avoir le vrai constat de combien de Marocains ont été déportés, quels sont leurs biens et tout leur patrimoine et ainsi de suite. Je voudrais juste attirer l'attention sur la restitution des biens spoliés et les dédommagements moraux. Il y a à peu près 6 ans, il y a eu un séminaire à l'université d'Oujda qu'on avait organisé avec la faculté de droit. Et il y avait des experts qui avaient à l'époque estimé à 50 milliards le patrimoine des Marocains déportés d'Algérie. Il ne s'agit pas nécessairement, l'important c'est pas le chiffre, mais l'important c'est de dire il faut initier le processus de manière à avoir des éléments qui nous permettront d'aller plus loin, d'aller à l'ONU, d'aller, il y a des orgueils, l'injustice ne peut pas durer, elle durera le temps qu'il durera, mais je garde l'espoir. Pourquoi? Si vous avez lu les morisques de Hassan Aourid, oui, vous saurez que 6 siècles après l'expulsion des musulmans et juifs andalous, les juifs andalous viennent l'État espagnol vient de les dédommager. Tout à fait. Voilà. Donc on voit que plus de 5 siècles après, et là je rejoins ce que dit Fatiha, il faut qu'on laisse des traces. Il faut que ce drame puisse être poursuivi par d'autres après nous. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, c'est-à-dire il faudrait que ce régime algérien qui a donné tant de peine à nous, mais également au peuple algérien, puisse un jour rendre compte. Il faut qu'un jour on rende compte. Donc, il faut qu'on crée un mouvement international qui nous permette d'arriver, parce que on est en face d'un État. On est en face d'un État. Donc, on démarre là depuis un petit moment une initiative sur un collectif international, et on a besoin de gens qui nous soutiennent et qui puissent venir avec nous. Alors, je rejoindrai Fatiha et Mohamed. C'est vrai qu'il faut laisser des traces, il faut inscrire la chose dans l'histoire, dans la mémoire, la tatouer même,
Et en même temps, moi, je pense qu'on n'obtiendra rien du régime actuel. J'ai une espérance, comme celle des séfarades ou des musulmans d'Andalousie, c'est qu'un jour, ce pays, ce beau pays, trouve enfin la paix en ayant à sa direction des gens choisis, des gens raisonnables, des gens qui se seront débarrassés de la glaciation soviétique, parce que ça vient de là. Ce sont des enfants nourris au biberon de la guerre froide. Et ils sont restés, ils ont hiberné. D'ailleurs, ce sont des mammouths tous, des dinosaures. Comment un pays aussi jeune peut-il être encore dirigé par une gérontocratie pareille, hein, héritée de la période soviétique? Et c'est lorsque ce régime tombera, et je placerai aussi ma confiance dans le Maroc, dans ce Maroc profond, équilibré, juste, pour mener un jour avec des autorités algériennes, des autorités respectables, une négociation afin de trouver un terrain d'entente et indemniser ces Marocains. Voilà, je continue de recevoir beaucoup de messages. Sil Hussein Bouassria, les livres sur l'expulsion de la marche noire de Mohamed Sharfawi, les fourmis prédatrices. Il y a aussi Le son du mort de Salem Moukran et de Jamal Atmani. Rachid Shkouri aussi nous écrit un message. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi ce soir. Alors je voudrais vraiment vous remercier pour vos témoignages. Je voudrais vraiment insister sur le fait que ça ne doit pas s'arrêter là et que, comme vous en êtes conscient aussi, les Juifs d'Espagne ont attendu 5 siècles pour être dédommagés. Eh bien, s'ils font attendre encore, on attendra, mais il faut continuer à taper à toutes les portes pour pouvoir récupérer ne serait-ce qu'un dédommagement moral par rapport à ce que cette partie du peuple marocain a subi pendant ces années, je dirais, difficiles, et cette année surtout difficile de 1975-1975. Merci beaucoup, professeur. Merci, c'est Mustafa Idrissi, et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce que, mes amis, vous avez une plume terrible et amoureux du livre que je suis prêt à dévorer vos écrits. Alors, voilà. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Fatiha, vas-y. Je voulais simplement remercier M. Elbriet pour son attention, pour ces émissions qui sont toujours, comme je vous l'avais dit, toujours super bien préparées, toujours une joie d'être interviewé par une personne qui a lu. Donc, merci beaucoup, M. Elbriet, pour cette émission qui est effectivement extrêmement importante. Et pour continuer le travail, eh bien, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. C'est très bien. Oui, je voulais vous remercier. On vous connaît tous les Marocains vous connaissent depuis longtemps. Hein. On a tous regardé vos émissions sur la chaîne marocaine. Et moi, je suis particulièrement ému. Je découvre un homme qui a habité par la sensibilité, par le sens de l'écoute. Et voilà, et je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui nous a fait, je crois, à tous beaucoup de bien. Merci, vous remercie. C'est Mohamed Sharfawi aussi que je viens de connaître à travers ses écrits et puis ce soir en direct. Beaucoup de plaisir à vous écouter ce soir et j'espère que vous allez encore nous sortir de beaux livres comme celui sur la marche noire. Je m'associe à mes amis pour dire que vous faites partie de la civilisation dont on parlait. Donc, c'est un vrai plaisir de vous entendre et de savoir que vous faites un travail professionnel. Merci beaucoup. Et tout le mérite vous revient à Mustafa Idrissi. On se connaît depuis une quinzaine d'années, depuis qu'on avait fait un reportage sur une école de Marie-Christie, c'est ça?
C'est ça. Voilà, voilà, exactement. Et depuis, donc, on a gardé le contact, même si on ne se croise pas souvent. Merci encore de votre participation à cette émission et de vos témoignages. Rien qu'avant l'émission, vous étiez un peu crispé, je comprends, parce que c'est des moments douloureux que vous allez raconter de nouveau. Donc, mille merci pour votre participation et à très bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.